Salut les boss. Comment ça va aujourd'hui? On est avec une bonne fine équipe des B1 pour leur première émission. Comment vous allez, Cyriane, déjà pour commencer? Ça va super. Pas trop avec stressé? les DST un peu compliqué, mais ça va. Tout se passe bien. Et toi, Omar? Parfait, on adore l'émission et on est ravis d'être ici. Nickel. Super. Très plaisir de vous avoir ici. Comment ça va? Nickel. Et toi? Nickel. Alors, pour bien commencer l'émission, Cyriane, tu vas nous parler d'une bonne nouvelle par rapport au cancer du col de l'utérus. Exactement. Donc, parmi les bonnes nouvelles de novembre, on note le cancer du col de l'utérus qui recule dans le monde et son élimination n'a jamais été aussi proche. En novembre, l'Organisation mondiale de la santé a dédié une journée entière pour cette lutte. C'était la toute première fois. Mais derrière cet événement, il faut savoir qu'il y a des avancées qui sont très concrètes. Donc d'abord, la vaccination. Il faut savoir que plus de 86 millions de filles ont déjà reçu le vaccin contre le HPV. Du coup, c'est le virus qui est responsable de ce cancer. Ok, c'est une bonne avancée finalement. C'est ça. Dans la plupart des cas, c'est le virus qui est responsable, du moins. Ok. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé dit que plus d'1 million de décès ont déjà été évités grâce à ces campagnes. Et ensuite, il y a plusieurs pays qui vont encore plus loin, notamment la Chine, qui vaccine désormais gratuitement les filles, ce qui est une avancée majeure. Ensuite, l'Angola lance une campagne pour protéger plus de 2 millions de filles. Et le Rwanda, lui, vise l'éradication totale du cancer d'ici 2027. Ok, donc c'est vraiment pour tout le monde, finalement, que c'est une bonne avancée, pour toutes les filles. C'est trop bien. Exactement, c'est une avancée qui est majeure, surtout quand on sait que le cancer du col de l'utérus touche beaucoup de jeunes femmes, notamment dans les régions où l'accès aux soins est très limité. Et c'est aussi une victoire pour la dignité et l'égalité des femmes dans un monde où justement il n'y a que des mauvaises nouvelles la plupart du temps. Eh ben, c'est souvent les plus bruyantes où on mérite de s'y attarder le plus. Totalement. Super. En plus, c'est un peu pour tout le monde, parce que ça touche beaucoup de filles et que c'est un vrai problème. Donc même pour les pays en développement ou les pays développés, c'est très bien. Oui, du coup, c'est bien parce que pour la Chine, c'est gratuit, donc c'est une bonne avancée pour les droits des femmes, parce que même aujourd'hui, il y a certains... les serviettes hygiéniques qui ne sont pas totalement gratuites en France, je crois. Donc même qu'un pays développé comme la Chine fasse ça pour les vaccins, c'est cool. Et je crois que les hommes aussi peuvent se faire vacciner maintenant du papillomavirus, non? Exactement, ouais, c'est ça. Et en plus, maintenant, on n'est plus obligé d'avoir avant 19 ans. On peut se vacciner après. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a des femmes qui, du coup, ne l'ont pas fait à 14 ans et peuvent quand même le faire. Vous pensez, vous faire vacciner du papillomavirus? Je suis déjà vacciné. Et toi 3 aussi? doses. Je savais pas que c'était possible, mais c'est une bonne chose et je le ferai, je pense. Parce que ça se répand de plus en plus même, Ouais. me semble. En tout cas, merci beaucoup Cyriane Merci, pour ta chronique. Une très bonne nouvelle. Mais maintenant aussi, on va passer à toi, Bérénice. Tu vas nous parler aussi d'une avancée majeure en santé mondiale, une sorte de rayon d'espoir, non? Exactement. Et ce rayon d'espoir, c'est dans la lutte contre les maladies les plus meurtrières au monde, le paludisme. Donc l'UNICEF vient d'annoncer un accord historique qui pourrait changer la vie de millions d'enfants. Mais avant de décortiquer cette nouvelle, rappelons ce que c'est cette maladie qui encore aujourd'hui emporte un enfant de moins de 5 ans presque chaque minute en Afrique. Donc qu'est-ce que c'est le paludisme? Le paludisme, c'est une maladie potentiellement mortelle causée par des parasites qui sont transmis à l'humain par les piqûres de moustiques femelles infectées. Donc le parasite le plus dangereux est le Plasmodium falciparum, qui est le responsable de la majorité des cas graves et des décès. Et les symptômes, c'est que quelques jours après la piqûre, de fortes fièvres, des frissons, des maux de tête apparaissent. Et chez les jeunes enfants, si la maladie n'est pas traitée rapidement, elle peut évoluer vers des complications graves comme une anémie sévère ou un paludisme cérébral qui est souvent malheureusement fatal pour les enfants. Et le paludisme est particulièrement dangereux pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La grande majorité des cas de décès se concentrent en Afrique subsaharienne, où les jeunes enfants n'ont pas encore eu le temps de développer une immunité partielle. Ok, donc c'est vraiment les personnes les plus fragiles
qui sont concernés. Exactement. Les plus jeunes enfants et surtout les femmes enceintes. Surtout que souvent en Afrique, les gens n'ont pas forcément les moyens de bien se protéger contre les différentes maladies. Donc c'est une maladie de la pauvreté qui mine les familles et les systèmes de santé et les économies des régions endémiques. Donc c'est dans ce contexte dramatique que le vaccin entre en scène. Il y a eu le premier vaccin, le RTSS, mis au point après des décennies de recherche. Son déploiement pilote dans des pays comme le Ghana, le Kenya et le Malawi a déjà prouvé son efficacité à sauver des vies. Et c'est là... Ok, donc c'est en voie de progression. Exactement. Et c'est là, du coup, qu'intervient l'accord de l'UNICEF. En tant que plus grand acheteur de vaccins au monde, l'agence a sécurisé un contrat d'approvisionnement massif garantissant l'accès à ce vaccin pour des millions d'enfants. Donc, il vise à protéger 7 millions d'enfants supplémentaires en étendant la vaccination à de nouveaux pays d'Afrique où l'on trouve les plus fortes incidences du paludisme. Et surtout, un prix abordable, parce que souvent, on le sait, les vaccins coûtent très cher, malheureusement. Et cet accord garantit un futur prix par dose plus accessible, et ce qui va permettre de réaliser des économies considérables pour les programmes de santé publique et d'assurer que ce vaccin n'est pas réservé seulement aux pays les plus riches. Est-ce que tu sais combien il coûte le vaccin ? Non, pas vraiment. Non. Mais du coup, c'est une bonne avancée parce que, comme je l'ai dit, souvent ce vaccin il se développe que dans des pays malheureusement En voie pauvres. de développement. Ouais. Bah là, le fait qu'il peut être accessible à tous, ça va vraiment permettre une bonne éradication de cette maladie. Et cette initiative est le fruit d'une collaboration mondiale impliquant Gavi, l'Alliance du vaccin, l'OMS, le Fonds mondial et l'UNICEF. C'est un pas de géant de ce qu'on appelle le façonnage du marché, permettant d'augmenter la production et de stabiliser les prix du vaccin. Pour la première fois, il y aura non seulement un vaccin contre une maladie parasitaire, mais aussi des mécanismes pour le déployer à grande échelle, comme je l'ai dit, du coup, le fait que ça soit abordable, le fait qu'il y ait un accord aussi international. Et l'objectif est d'utiliser ce vaccin comme un outil supplémentaire puissant en complément des moustiquaires imprégnés d'insecticides et des traitements rapides. Donc protéger 7 millions d'enfants supplémentaires, c'est potentiellement sauver des centaines de milliers de vies et alléger le fardeau des systèmes de santé. Et cet accord est bien plus qu'une simple transaction, c'est une véritable dose d'espoir pour les familles africaines et une victoire collective de la santé mondiale. Trop bien, franchement, très bonne nouvelle pour les pays en voie de développement. Dans la continuité de Cyriane en plus, vous pensez que les pays développés, ils donnent assez pour les pays en voie de développement, par exemple sur le fait de la santé, etc. Ou on devrait donner plus? C'est sûr que si on peut donner plus, il faut toujours donner plus, mais après, moi, je trouve qu'au niveau de la santé, l'UE, ils ont quand même des bons dispositifs. Donc c'est sûr que s'il peut y avoir des accords, ça peut être que bénéfique pour les pays qui sont en développement, parce qu'évidemment, ça n'a pas de prix de sauver des vies. Totalement. Toi, Omar? Je pense qu'on est dans la mesure de pouvoir donner beaucoup plus et qu'il faut le faire. Il faut aider ces gens et ces pays qui n'ont pas les moyens, malheureusement. Et il y a énormément de dispositifs, quand même, Thierry a rappelé, au niveau de l'UNICEF et de l'ONU, qui font énormément d'aide humanitaire. Mais je pense qu'il faut donner plus et s'aider. Ok. Ok. Bah oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai, Bérénice? non, moi j'ai rien à dire là-dessus. Ok. Mais du coup, vas-y Luc, c'est toi qui continue. Oui, mais du coup, on va passer à toi, Omar. Tu vas nous parler d'une importante loi qui a été passée en France dans le mois de novembre. Oui, aujourd'hui, je voulais vous parler de la loi sur le consentement. Elle a été entrée en vigueur le 6 novembre. Et c'est une loi particulièrement importante, parce qu'elle va vraiment redéfinir la définition du viol, qui, pendant très longtemps, reposait sur des violences et de la contrainte. Alors qu'on le sait, la majeure partie des viols sont faits par des gens qu'on connaît et par de la soumission chimique ou de la surprise. Pendant très longtemps, dans de nombreuses situations, n'était
n'était pas suffisamment reconnu par la justice, notamment lorsque la victime n'avait pas pu se défendre physiquement ou lorsque la contrainte était psychologique, morale ou simplement due à la peur, eh bien, le texte précise qu'il ne peut y avoir consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature. Donc ça élargit vraiment le Sous fait le de... spectre de violence sexuelle. Ok. Cette mesure met en valeur la diversité, justement, Luc, des différentes formes de contraintes qui existent et qui sont encore beaucoup débattues aujourd'hui. Mais grâce à cette loi, elle permet vraiment de mieux prendre en compte que la peur et les différentes réactions face à une agression sexuelle varient. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Et que voilà, ce texte sert vraiment à défendre les victimes d'agressions sexuelles ou viols. Et grâce à ce texte, la France devient l'un des 15 pays membres de l'Union européenne qui définissait déjà le viol à partir du non-consentement, comme l'Espagne qui est devenue le pays emblématique du consentement clair avec une loi adoptée en 2022. Okay. Et ces lois montrent une avancée dans le mouvement global en Europe pour une meilleure prise en compte de la parole des victimes et une compréhension plus fine de ce qu'est réellement une relation consentie entre deux personnes. Pour rappel, le consentement doit être libre, c'est-à-dire formulé sans aucune contrainte ni pression. Éclairé, il ne peut exister sous l'emprise de drogue ou alcool. Spécifique, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas à consentir tous les actes non plus. Et préalable et révocable. On a droit à n'importe quel moment de se rétracter si on n'en a pas envie. Et voilà, pour conclure, cette loi souligne il marque un arrêt à la justification sans cesse de victimes qui doivent montrer et réexpliquer qu'elles n'étaient pas vraiment consentantes. Et grâce à cette loi, on peut vraiment comprendre que lorsque le consentement n'est pas clair et bien délimité, eh bien, c'est un viol, tout simplement. Ok. C'est vraiment une bonne avancée parce que même au niveau de la justice, il y a trop de flou par rapport à ça, trop de procès qui sont... comment dire, pas mise en avant ou oui, ça permet vraiment de déculpabiliser la victime qui, on l'a vu même au procès Mazan, doit encore se justifier de ne pas avoir pu marquer son consentement alors qu'elle n'était pas en position de le faire sous l'emprise de drogue, mais elle va vraiment étaler la position de victime et, dans ce genre d'affaires, dans ce genre de situation, lorsque, comme le précise la loi, on ne affirme pas son consentement sous contrainte, surprise, menace, etc. Et c'est une avancée pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Il y a encore des hommes qui se font violer et qui sont victimes de violences sexuelles. Et c'est une très bonne chose, je trouve, et c'est à prendre en compte. Ça marque vraiment un changement dans la société. Et moi, je trouve ça bien aussi qu'ils aient mis le fait que c'est pas parce que la personne a consenti au début qu'elle va consentir dans absolument tout, dans tout le rapport. C'est vraiment important parce que souvent on se dit ouais, mais si tu as consenti au début, c'est que tu as consenti pour tout, alors qu'en vrai, pas du tout. On a toujours le droit de se rétracter, on n'est pas obligé de tout, de tout faire. Tu peux être d'accord pour quelque chose et le partenaire te propose un autre truc et non, tu n'es pas d'accord. C'est ça, justement, en parlant de partenaire, très bonne transition, Luc. Ça va déconstruire cette idée que dans un rapport entre deux personnes en couple ou ensemble, eh bien, il y a cette obligation, je dirais, de un ou de l'autre. Eh bien, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on est obligé d'accepter certaines choses. Des fois, on n'a pas envie, des fois, on se sent pas, des fois, ça nous fait mal. Eh bien, grâce à cette loi, ça va mettre en lumière ce genre de problème. Et dans certains rapports, notamment homme-femme ou fiancé, eh bien, de montrer que ce n'est pas obligatoire, juste au titre de la relation. Totalement. Eh ben, merci beaucoup Omar pour cette chronique, c'était très intéressant. Et on va rester toujours sur des textes de loi, parce que toi, Luc, tu vas nous parler d'une avancée de loi dans l'Union européenne pour les minorités. Exactement, parce qu'il y a pour cette nouvelle un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les droits LGBT. Dans un arrêt publié ce mardi 25 novembre par la Cour de justice de l'UE, tout pays de l'Union européenne est tenu de reconnaître le mariage de deux citoyens de même sexe conclu dans un autre État membre. La reconnaissance de la transcription de l'acte de mariage dans le registre d'état civil de l'État d'origine est également imposée. C'est la première fois que les juges de Luxembourg se prononcent dans une affaire de ce type et, à n'en pas douter, leur décision fera date. Elle place l'égalité et la liberté de mouvement au-dessus des particularismes nationaux.
Dans quel contexte il s'inscrit cet arrêt? Alors, la Cour avait été saisie par un citoyen polonais et un binational polonais et allemand en 2018. Après s'être mariés à Berlin à la même date, les deux citoyens polonais ont voulu faire reconnaître leur union dans leur pays où ils souhaitaient vivre. Ils se sont alors vus refuser leur demande au motif que le droit polonais n'autorise pas le mariage entre les personnes de même sexe. Saisie de l'affaire, la Cour administrative suprême de Pologne s'est adressée à la CJUE, qui a donc jugé contraire au droit européen le refus qui a été fait aux plaignants. Attention, il faut faire une nuance. La Cour ne force pas les pays à changer leur définition du mariage. Elle ne les oblige pas à célébrer les mariages homosexuels sur leur sol si leur loi l'interdit. L'angle d'attaque est celui de la libre circulation, étant un principe fondamental de l'Union européenne. Pour faire clair, chaque citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Or, refuser et reconnaître un mariage entrave cette liberté. Si un citoyen ne peut pas emmener son conjoint avec lui, il hésitera à déménager. Donc cela crée une discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Et la notion de conjoint au sens du droit de l'Union est donc neutre du point de vue du genre. Elle englobe les conjoints de même sexe. Donc l'Europe, c'est un peu genre comme un rempart contre les régressions du mariage. Oui, totalement. Certains États membres sont actuellement très conservateurs sur les questions sociétales, comme la Hongrie. On avait vu pendant la Gay Pride qu'il y a eu un gros mouvement et que même le gouvernement hongrois n'a rien pu faire. Et fort heureusement, cette Gay Pride a eu lieu. Je crois que c'était en août ou en juillet. Donc voilà. Ils refusent d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe dans leur droit national. Cet arrêt ne viole pas leur souveraineté nationale sur la définition du mariage, mais il les oblige à accepter les effets des mariages célébrés ailleurs. L'Europe impose une tolérance de fait. Elle oblige les administrations nationales à s'ouvrir. C'est une manière douce mais ferme d'imposer l'égalité. L'Union européenne joue ici un rôle de gardienne des valeurs communes. Elle rappelle que l'appartenance à l'Union implique le respect de l'autre. Finalement, cet arrêt représente une avancée considérable pour la construction européenne. Il harmonise les droits des citoyens en créant un véritable espace de liberté unifié. C'est une victoire pour la sécurité juridique et pour la dignité des personnes. L'Union européenne affirme ici que les droits fondamentaux voyagent avec les individus. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle parce que je trouve ça hyper dommage que malheureusement on n'interdise pas deux personnes qui s'aiment juste de se marier, peu importe leur sexe ou leur genre. Et je trouve que c'est bien d'imposer au pays de reconnaître le mariage quand même parce que ça reste quelque chose d'important. Et comme tu l'as dit dans ta chronique, si tu te maries avec quelqu'un mais que tu sais que tu peux pas retourner dans ton pays d'origine parce que ton mariage sera un peu caduque, je trouve que cette loi, franchement, elle est vraiment cool. Oui. Malheureusement, les personnes homosexuelles sont condamnables dans 69 pays encore. Donc ça, au moins dans l'Union européenne, ça montre une avancée majeure. Ouais. Encore. Merci beaucoup à vous tous pour vos chroniques. Elles étaient très intéressantes. Et il y a eu 2 chroniques sur des vaccins et 2 chroniques sur des lois, ce qui est assez intéressant. Il y a un bon équilibre. Oui, chacun de son côté en plus, donc c'était plutôt pas mal. Et maintenant, on va passer aux tips. Donc, Jingle tips. Alors, on va commencer par ton premier tips, Bérénice, qui concerne les étudiants et la FNAC. Exactement. Alors, les 18-21 ans ont le droit maintenant ont accès à la carte FNAC Plus offerte pendant 1 an. Donc, pour avoir droit à cette offre, malheureusement, vous ne pouvez pas la compléter en ligne. Vous êtes obligé d'aller en magasin et de prouver du coup que vous avez entre 18 et 21 ans. Et vous pourrez avoir la carte FNAC Plus gratuite pendant 1 an. Mais du coup, après, elle repassera à 14,99 €, oui. Mais pour ça, il faut votre accord pour que ça soit... normalement, en fait, la carte, elle dure 1 an. Et après, c'est à vous de dire si vous voulez continuer l'abonnement ou pas. Donc voilà, et pour toutes les conditions, il faut aller voir en magasin. Donc voilà, c'est un bon type. Surtout que la FNAC, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je sais que vous avez beaucoup d'offres adhérents quand vous avez la carte FNAC+. Vous allez beaucoup à la FNAC, vous ? Ou pour acheter par exemple, des livres, films ou autres ? Moi, j'adore lire, mais je lis sur mon téléphone. Ok.
toi, Omar? Moi, oui, j'y vais souvent et je trouve que c'est une offre très intéressante. Il y a énormément de réductions pour les livres, les appareils électroniques, surtout nous dans le journalisme, tout ce qui est micro-trottoir, etc. Micro-cravate. Pardon. Et non, c'est une offre intéressante. Et si vous aimez beaucoup la musique aussi, ils font beaucoup d'offres sur les vinyles. Mm. Donc si vous avez un lecteur vinyle, ça pourrait être vraiment intéressant. Totalement. Et en plus, je sais pas si vous le savez, mais parfois ils offrent Canal+ pour quelques mois, ça dépend des périodes et tout. Donc si vous avez la carte Fnac gratuite avec ça, vous avez aussi Canal+ à des moments gratuits. Donc franchement, double bénéf. Et toi, tu vas nous parler d'un tips sur un truc pour vous. Une application pour vous aider dans vos révisions. C'est ça. Déjà, est-ce que vous utilisez beaucoup l'IA aujourd'hui? Pas de piège. Sérieux? Moi, tout le temps. Tout le temps? J'adore. Pourquoi généralement? Oui, j'ai mal au ventre. Est-ce que tu peux Ouais. me dire pourquoi? Ok, pour au quotidien et tout. Tout. Ok, et toi, Omar? Non, j'ai fortement limité mon utilisation au vu des impacts écologiques, mais je m'en sers par contre pour l'administratif. Mais je suis d'accord avec Omar pour l'administratif, c'est très... En vrai, l'IA, moi je m'en sers pour l'administratif parce que souvent, j'ai pas tout le temps dérangé mes parents non plus parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et par exemple, pour tout ce qui est... J'ai grave galéré pour le permis, en fait, parce qu'il faut envoyer plein de trucs et tout. Et, Carte grise. ouais, l'IA m'a beaucoup aidé et je pense que même Ok. pour... Ah bah là, avec l'application que je vais vous donner, ça sera pour vos révisions. Parce qu'en plus là, vous deux, vous êtes en période de contrôle de DST. Donc là, ça peut être pratique. En fait, ça s'appelle Notebook LM, développé par Google Labs. Cette app est un outil de recherche et de prise de notes en ligne. Elle utilise en particulier Gemini, donc l'IA de Google, pour aider les utilisateurs à interagir avec leurs documents. Google le décrit comme un assistant de recherche virtuel. Alors comment ça marche? Vous glissez vos documents en tant que source et Notebook va générer des résumés, des explications et des réponses en fonction des documents donnés. Le système peut également gérer des fichiers vidéo, mais uniquement lorsque des transcriptions ou des sous-titres sont fournis, car il ne peut pas extraire automatiquement les transcriptions des vidéos qui en manquent. Donc en fait, pour faire simple, donc vous demandez une vidéo, vous lui dites, vous faites un petit prompt, par exemple, oui, c'est pour mes révisions, je veux que tu te concentres sur le chapitre 1 uniquement, prends en compte ci, ça, et il vous le génère. Vous choisissez même le graphisme ou quoi. Bon, bien sûr, ça a une voix d'IA, donc à l'oreille, c'est un peu désagréable, mais ça passe. Audio, fiche de révision, ou vous voyez des petits quiz, c'est très bien. Donc voilà, c'est dispo sur Android et iOS. C'est payant ou pas? Non, c'est gratuit. Je sais que moi j'ai Gemini Pro, mais je pense que oui, ça marche gratuitement et tout. Je sais pas, normalement tu as les mêmes fonctionnalités, mais voilà. Merci Luc, merci à vous pour vos chroniques. Maintenant, on va passer au reportage réalisé par Tamara et Sandy. Donc, T-Jiggle reportage et le reportage. Aujourd'hui, on a testé Chung Chun, un restaurant situé aux 4 rues de Suisse à Nice, spécialisé dans les corn dogs. Les corn dogs, c'est quoi? C'est une saucisse enrobée de pâte à frire, le tout planté sur un bâtonnet. Chez Chung Chun, il en existe de toutes sortes, au fromage, au chocolat, à la patate douce et plein d'autres. Ils sont préparés devant vos yeux. Nous, on a pris un full mozza et un Chung Chun. Pour commander, c'est super simple. Il vous suffit d'aller à la borne et de choisir votre commande. Après, il suffit de patienter quelques minutes avant de pouvoir déguster votre plat. Pour mieux comprendre le phénomène, nous avons interrogé Santino, un alternant de ce street food. Ça va faire 1 an, il y a une semaine. On a fêté les 1 an dimanche dernier. Le patron a beaucoup voyagé, notamment au Canada, c'est là où il a vu la première franchise de Chung Chung. Et ça lui a beaucoup plu, parce qu'à la base, c'était des franchises dans d'autres pays. Et ça arrive en France récemment. Là, il y en a un à Paris, à Toulon, à Aix-en-Provence, à Reims, à Marseille et là à Nice du coup. C'était la première fois que je découvrais. J'aime bien, c'est très bon. En plus, c'est fait avec de la farine de riz, d'où le rice dog. Puis j'ai appris que le corn dog, c'était donc avec de la farine de maïs. Et ici, ouais, c'est que de la farine de riz. Il y a peu de gluten comparé à la farine de blé, etc. Donc ça, c'est pas si lourd que ça, c'est assez léger. On vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Le personnel est en or et très accueillant. Ils feront tout pour vous faire passer un aussi bon moment que nous. Bye les boss! En tout cas, j'espère que ce reportage vous a donné faim.
et il vous a donné envie d'aller dans ce petit restaurant. Franchement, ça vous a c'était plu, très bon. Parce que nous, on a bien mangé. Oui. Voilà. Maintenant, on va passer au petit quiz. Il faut remercier Sandy et Tamara quand même d'avoir fait le reportage. Merci à elle pour le Merci, montage. Sandy, merci. Faut pas Oui. abuser. Et on va passer maintenant Au au quiz. Donc, jingle quiz. Donc, il y a 4 jeux. La roue qui s'affiche juste derrière ou sur vos écrans va tourner dans un instant. Et C'est un qui est-ce? Donc, les filles, Tamara et Sandy, venez sur le plateau. Ah, venez. Depuis 4 ans, que fait un épicier d'un magasin? Genre, ils donnent des trucs gratuits aux gens qui en ont le plus besoin. Non, mais t'es bien parti. C'est à développer. C'est en France? Non. Aux étudiants, Non. Aucune idée. ils donnent des trucs gratuits en tout cas. Ok. Ou il fait des réductions. Toi, t'es bien. Ok. Ils donnent du pain aux sans-abri? Ah, j'allais dire, ils donnent des trucs pour les sans-abri. Mais non, mais toi, t'étais dans le bon truc. Donc ils donnent des trucs gratuitement aux gens qui en ont le plus besoin. Il paye quelque C'est chose. où? Je sais plus. Super. Non. Je donne la réponse? Oui. Oui. Je pense qu'on donnerait le point à Bérénice. Depuis 4 ans, il paye les courses d'une cliente dans le besoin, mais il ne lui dit pas. J'ai vu Ah. en plus. Soit il, Je crois que j'ai- soit il, par exemple, le total est de 50 et il fait payer que 10, soit il invente, soit il paye pas. Enfin, il trouve un Il lui a moyen. fait pour- croire qu'il y avait une cagnotte Ouais, c'est ou vers là-bas. quelque chose comme ça. Ouais, il y a une cagnotte pour lui payer aussi. Ok. Pas sympa. J'ai le point. Enfin bref. Deuxième question. La Pologne a interdit Il faut que quoi? Qu'est-ce qu'a interdit la Pologne? Oui, c'est une question pour Andrea Larchanta. Les manteaux en fourrure? Les moutons en fourrure. La laine de mouton. Oula. La fourrure animale, genre? Non, c'était. La fourrure. Qui a Ouais, dit en premier la moutons en fourrure? Qui a dit en premier la fourrure? Mais je crois que c'est Luc. Hein. Ouais. La Pologne a interdit l'élevage des animaux à fourrure. Le texte prévoit la fermeture des exploitations avant la fin de l'année 2033, j'avais cru 2023, ainsi que le versement d'indemnisation. Ok. Très, Donc il y a 1-1. oui, très bonne nouvelle à retrouver aussi sur la soirée de l'info. Bon, Ah, je pense Andrea qu'elle Lachanta. va être un petit peu plus compliquée, mais je vous donnerai des indices. Il y a une entreprise chinoise qui a inventé quelque chose d'hyper pratique. Je donnais plus des. Enfin, je vous donne des indices. C'est pas une lentille. Non. Les C'est pour chips. un métier en particulier. T'avais dit quoi, ça? métier. Non, non. Les sapeurs-pompiers. Ah, les sapeurs-pompiers. Ouais. En Chine. La Chine a inventé un truc pour les sapeurs-pompiers. Genre des combinaisons Des, spéciales. ouais, pour j'allais qu'ils dire aillent ça. dans le feu. Des meilleures combinaisons. Mais faut arrêter d'avoir les bonnes réponses, Bérénice. Ah là là. Ah non, Donc c'est Cyril était à deux La doigts. première tenue Mais elle de aussi, pompier. elle est Oui, elle était bon, Cyril Sina. Oui, Oui. on J'ai a dit tout après. Ouais. C'est pas grave, tel point. 0,5 à Cyril. Une entreprise, donc elle a créé la première tenue de pompier capable de résister à 1200 degrés sans fondre ni rétrécir. Pardon. Donc ça repose sur une nanomembrane ultra fine qui est plus fin qu'un cheveu. Oh, Oh, hmm. et B. Déjà qu'un cheveu c'est assez résistant en soi. Ouais, donc ça permet aux pompiers d'aller sauver des gens. Oh, c'est top. Ok. Prochaine question. Prochaine question, c'est un exploit sportif. Qu'est-ce qu'a réalisé un ex-candidat de Koh-Lanta? Ah, je sais, c'est de la course. Ouais. Il a fait le meilleur marathon. Enfin, il a réussi à faire plusieurs marathons d'affilée. C'est un truc comme ça. En gros, c'est ça. Bah, Plusieurs en vrai, je pense marathons qu'on- d'affilée et Ouais. c'est le record d'Europe, presque. En gros, De France. il s'appelle Alban Pellegrin et il vient de terminer 72 marathons en 72 jours Oh. pour relier les 4 points cardinaux de la France. Un exploit qu'il a réalisé au profit de l'association de la Fondation du Souffle en hommage à sa mère décédée d'un cancer du poumon. 72 marathons en 72 jours, c'est énorme. Hein. C'est Ouais. un marathon par jour. Ouais. Un marathon, c'est 42 km. Grave, 40, C'est énorme. Il a tout fait pour sa maman. Et les Anor et Lyle, c'est aux USA, donc je pense que c'est français. Quoi? C'est un couple, Ok. battent le record du plus long mariage. Mais à votre avis, ils sont Ah, mariés depuis quand? Je sais. 80 ans. C'est pas ça? T'es pas loin. 85 ans. Non, 90 ans? non. 100 ans. 78 ans. Mais c'est dans les 80 Ouais. et quelques. 84. 83. Oh. Non, mais Désolé, Cyrène, elle avait Cyrène. bien Parce aussi. que je Ouais, l'avais elle vu, a- c'est elle a l'info. 83 ans d'union, un lien unique qui a traversé les guerres et les décennies.
Ils ont 107 et 108 ans et ils se sont mariés le 4 juin 1942. Que cet amour me tombe dessus. Genre. Donc Pardon. 1,5, 2, 2 et 0,2 pour les Hugs. C'est la qu'il a quand même écouté un peu l'actualité. À la chronique J'ai du... écouté en plus. Ah, super. Merci à tous d'avoir Merci. regardé cette émission. Merci à nos chroniqueurs Cyriane et Omar. Merci aux filles pour avoir fait la régie et pour avoir fait le reportage. Et le petit jeu. Et le petit jeu, oui, c'est vrai. Et à Serena Merci pour les Serena photos. pour les photos. Et, Et Andrea, Chantal là, d'avoir pour, été là pour la bonne humeur. Merci D'avoir Andrea. d'avoir été là pour la bonne humeur. Et on se dit à plus. Et de gros bisous les boss. Bye. Bisous les boss. En 2026.